Une nuit glaciale de novembre 1619. Une petite pièce chauffée par un poêle, un de ces grands fourneaux en fonte de l'époque. Un jeune homme de 23 ans se tient debout, immobile. Ses yeux brillent d'une intensité fiévreuse. Il vient de vivre une expérience qui va changer sa vie et, par extension, l'histoire de la pensée occidentale. Ce jeune homme, c'est René Descartes. Cette nuit-là, il a eu une série de 3 rêves qu'il interprète comme une révélation divine. Dans ces rêves, il entrevoit la possibilité d'une science universelle, capable d'unifier toutes les connaissances humaines. Une science fondée non pas sur l'autorité des anciens ou sur la tradition, mais sur la raison pure et les mathématiques. Cette nuit marque le début d'une quête intellectuelle qui va bouleverser la philosophie, la science et notre compréhension même de ce que signifie être humain. Remontons le temps jusqu'au 31 mars 1596. Dans le petit village de La Haye en Touraine, un enfant vient de naître. C'est René Descartes. Le nouveau-né est si fragile que la sage-femme prédit qu'il ne vivra pas longtemps. Quelle ironie du sort pour celui qui deviendra l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Le jeune René grandit dans un royaume de France encore marqué par les guerres de religion. Ces conflits entre catholiques et protestants ont laissé une empreinte indélébile sur la société française, remettant en question les certitudes religieuses et morales. C'est dans ce contexte de doute et de remise en question que Descartes va forger sa pensée. Son père, Joachim Descartes, est conseiller au Parlement de Bretagne. Sa mère, Jeanne Brochard, décède alors qu'il n'est âgé que d'1 année. Dès son plus jeune âge, René se distingue par sa curiosité insatiable et son esprit vif. Son père le surnomme affectueusement « mon petit philosophe » en raison de ses questions incessantes. Mais cette intelligence précoce s'accompagne d'une santé fragile. Le jeune René est pâle, toussote souvent, et les médecins recommandent qu'il reste au lit tard le matin. Cette habitude de réfléchir au lit deviendra plus tard une méthode de travail pour le philosophe adulte. À l'âge de 10 ans, le jeune Descartes entre au collège jésuite de la Flèche, l'une des institutions éducatives les plus prestigieuses du royaume. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à lui, latin, grec, logique, mathématiques, physique, métaphysique. Le programme est rigoureux et exigeant. L'éducation à la flèche est typique de la scolastique médiévale. Cette méthode d'enseignement, dominante depuis des siècles, repose sur l'étude des textes anciens, en particulier ceux d'Aristote, et sur des exercices de logique formelle. Les élèves apprennent à argumenter, à débattre, mais toujours dans le cadre strict de la doctrine chrétienne et de l'autorité des anciens. Mais le brillant élève qu'est Descartes commence à ressentir un malaise. Il trouve que l'enseignement qu'il reçoit, bien que vaste, manque de solidité. Les professeurs citent Aristote et les anciens comme des autorités indiscutables, mais Descartes se demande « Comment peut-on être sûr que ces anciens avaient raison ?» Un jour, plongé dans l'étude d'un traité de logique, une pensée le frappe. Toute cette connaissance ne repose-t-elle pas sur des fondations fragiles ? Ne devrions-nous pas tout remettre en question et reconstruire notre savoir sur des bases plus solides ? Cette intuition va germer dans l'esprit de Descartes pendant des années, le poussant à chercher une méthode pour atteindre une connaissance certaine et indubitable. Après ses études, Descartes aurait pu suivre la voie tracée par son père et devenir avocat ou magistrat. Mais le jeune homme a soif d'expérience. Il décide de s'engager comme gentilhomme volontaire dans l'armée du prince Maurice de Nassau. Descartes, ce jeune homme de petite taille, à la santé fragile, revêtu d'une armure, se retrouve à chevaucher à travers l'Europe. Il participe à la guerre de 30 ans, ce conflit qui déchire l'Europe. Mais même au milieu du chaos de la guerre, son esprit ne cesse de travailler. Ces années de voyage sont cruciales pour Descartes. Il découvre la diversité des coutumes et des opinions à travers l'Europe. Cette expérience renforce sa conviction que les vérités considérées comme évidentes dans un pays peuvent être rejetées dans un autre. Il en conclut que la plupart de nos croyances sont fondées sur la coutume et l'éducation plutôt que sur la raison. C'est lors de ces voyages qu'il rencontre Isaac Bickman, un savant hollandais qui ravive son intérêt pour les mathématiques et la physique. Cette rencontre est cruciale. Elle convainc Descartes que les mathématiques peuvent être la clé pour comprendre l'univers. Et puis vient cette fameuse nuit de novembre 1619, celle des 3 rêves. Descartes y voit un signe. Il doit consacrer sa vie à la recherche de la vérité par la raison. De retour au royaume de France, Descartes commence à développer sa méthode philosophique. Mais le climat intellectuel de l'époque est dangereux pour les penseurs novateurs. L'ombre de l'Inquisition plane sur l'Europe.
Galilée vient d'être condamné pour avoir osé affirmer que la Terre tourne autour du Soleil. Descartes décide alors de s'exiler aux Pays-Bas, où il peut travailler dans une relative tranquillité. C'est là, dans le calme des polders hollandais, qu'il va élaborer sa philosophie révolutionnaire. Sa méthode est radicale. Il décide de douter de tout. Absolument tout. Ses sens, ils peuvent le tromper. Ses souvenirs, peut-être sont-ils des illusions. Le monde autour de lui, qui sait, peut-être n'est-ce qu'un rêve élaboré. Descartes pousse le doute jusqu'à ses limites extrêmes. Il imagine même un malin ou mauvais génie, une entité toute-puissante qui s'amuserait à le tromper constamment. Dans ce scénario, comment peut-on être sûr de quoi que ce soit? C'est là, au bord du gouffre du scepticisme absolu, qu'il trouve son point d'appui. Même s'il doute de tout, il ne peut pas douter qu'il doute. Et s'il doute, c'est qu'il pense. Et s'il pense, c'est qu'il existe. Je pense, donc je suis. Cogito, ergo sum. Cette phrase simple mais puissante devient le socle sur lequel Descartes va reconstruire toute sa philosophie. L'importance de cette découverte ne peut être surestimée. Pour la première fois, un philosophe fonde la certitude non pas sur Dieu, sur la tradition ou sur le monde extérieur, mais sur l'acte même de penser. C'est une révolution copernicienne en philosophie. À partir de cette certitude de sa propre existence en tant qu'être pensant, Descartes développe une vision du monde qui va marquer profondément la pensée occidentale, le dualisme corps-esprit. Pour Descartes, l'être humain est composé de deux substances distinctes. Le corps, qui est une substance étendue, res extensa, et l'esprit, qui est une substance pensante, res cogitant. Le corps est comme une machine complexe, obéissant aux lois de la physique. Il peut être étudié, mesuré, disséqué comme n'importe quel objet matériel. Cette vision mécaniste du corps humain ouvre la voie à la médecine moderne. L'esprit, lui, est le siège de la pensée, de la volonté, de la conscience. Il est immatériel et échappe aux lois du monde physique. Pour Descartes, c'est cette capacité de penser qui définit l'essence de l'être humain. Cette séparation radicale entre le corps et l'esprit a des implications profondes. Elle permet à Descartes de concilier la science naissante avec la foi chrétienne. Le monde matériel, y compris le corps humain, peut être étudié scientifiquement sans menacer l'existence de l'âme immortelle. Mais cette théorie soulève aussi des problèmes épineux. Si le corps et l'esprit sont deux substances distinctes, comment interagissent-ils? Comment nos pensées peuvent-elles influencer nos actions physiques, et vice-versa? Descartes soutient que cette interaction se fait à travers la glande pinéale, une petite glande située au centre du cerveau. Cette idée sera largement critiquée par la suite, mais le problème corps-esprit qu'elle soulève reste un sujet de débat en philosophie et en neurosciences jusqu'à aujourd'hui. Le dualisme cartésien a eu un impact durable sur notre culture. On le retrouve dans la façon dont nous pensons à nous-mêmes, dans notre langage « je ne suis pas maître de mon corps », et même dans certaines pratiques médicales qui traitent le corps et l'esprit séparément. Mais Descartes ne s'arrête pas là. Il développe une méthode pour penser clairement et résoudre des problèmes. Une méthode qui va influencer non seulement la philosophie, mais aussi les sciences et même notre façon de penser au quotidien. Cette méthode, exposée dans son célèbre « Discours de la méthode », comprend 4 règles. Ne jamais accepter quelque chose comme vrai sans preuve évidente. Diviser chaque problème en autant de parties que nécessaire pour mieux le résoudre. Conduire ses pensées dans un ordre, en commençant par les objets les plus simples pour s'élever progressivement vers les plus complexes. Faire des revues si complètes qu'on soit assuré de ne rien omettre. Ces règles peuvent sembler simples, voire évidentes aujourd'hui. Mais à l'époque de Descartes, elles étaient révolutionnaires. Elles proposaient une approche systématique et rationnelle pour aborder les problèmes, en opposition avec la méthode scolastique basée sur l'autorité et la tradition. La première règle, celle du doute méthodique, est particulièrement importante. Elle invite à suspendre son jugement et à examiner de manière critique toutes ses croyances. C'est une attitude qui est au cœur de la démarche scientifique moderne. La deuxième règle, celle de l'analyse, est à la base de nombreuses méthodes de résolution de problèmes. Que ce soit en mathématiques, en ingénierie ou en management, l'idée de décomposer un problème complexe en sous-problèmes plus simples est largement utilisée. La troisième règle, celle de l'ordre, reflète la conviction de Descartes que la connaissance doit être construite de manière systématique, en allant du simple au complexe. Cette approche a profondément influencé l'organisation des programmes scolaires et universitaires. Enfin, la quatrième règle, celle de l'énumération complète, souligne l'importance de la rigueur et de l'exhaustivité dans la réflexion. C'est un principe qui est au cœur de nombreuses méthodologies scientifiques. L'influence de Descartes sur la pensée occidentale est si profonde qu'il est difficile d'en mesurer toute l'étendue. En philosophie, il est considéré comme le fondateur de la philosophie moderne.
Son approche rationnelle et sa méthode du doute ont ouvert la voie à de nombreux courants philosophiques, du rationalisme à l'idéalisme. En science, l'approche cartésienne a joué un rôle crucial dans le développement de la méthode scientifique. L'idée que le monde naturel fonctionne comme une machine, régie par des lois mathématiques, a été fondamentale pour le développement de la physique moderne. Isaac Newton, par exemple, s'est largement appuyé sur la vision mécaniste de Descartes pour développer ses lois du mouvement. En mathématiques, Descartes a fait des contributions majeures. Il est l'inventeur de la géométrie analytique, qui unit l'algèbre et la géométrie. Le système de coordonnées que nous utilisons aujourd'hui porte son nom, les coordonnées cartésiennes. Cette innovation a permis de représenter graphiquement des équations algébriques, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités en mathématiques et en physique. Même dans notre vie quotidienne, l'influence de Descartes est présente. Quand nous parlons de « penser de manière cartésienne », nous faisons référence à une pensée claire, logique et méthodique. L'idée que les problèmes complexes peuvent être résolus en les décomposant en parties plus simples est largement utilisée dans de nombreux domaines, de la gestion de projets à la résolution de conflits. Malgré sa santé fragile, Descartes continue à travailler sans relâche. Il publie ses œuvres majeures, le Discours de la méthode en 1637, les Méditations métaphysiques en 1641 et les Principes de la philosophie en 1644. Ces ouvrages suscitent à la fois admiration et controverse. Ils sont lus et discutés dans toute l'Europe, faisant de Descartes une célébrité intellectuelle. Mais la vie de Descartes prend un tournant inattendu en 1649. La reine Christine de Suède, fascinée par sa philosophie, l'invitait à sa cour pour être son précepteur. Descartes hésite. Il a toujours préféré la tranquillité et la solitude pour son travail. De plus, sa santé est fragile et le climat suédois est réputé rude. Finalement, il accepte l'invitation. Peut-être voit-il là une opportunité de diffuser ses idées au plus haut niveau. Peut-être aussi est-il flatté par l'attention d'une reine. Mais ce voyage en Suède sera fatal. Le climat rigoureux de Stockholm et les exigences de la reine, qui insiste pour prendre ses leçons à 5 heures du matin, ont raison de sa constitution fragile. Descartes meurt d'une pneumonie le 11 février 1650, à l'âge de 53 ans. Sa mort en terre étrangère a quelque chose de symbolique. Descartes, qui avait passé sa vie à remettre en question les idées reçues, meurt loin de son pays natal, comme un exilé de la pensée. Malgré son influence immense, la pensée de Descartes n'est pas sans critique. Son dualisme corps-esprit a été remis en question par les avancées en neurosciences. Les recherches modernes montrent que le cerveau et la conscience sont intimement liés, rendant difficile l'idée d'un esprit totalement séparé du corps. Sa vision mécaniste du monde a été nuancée par la physique quantique et la théorie du chaos. Ces théories ont montré que l'univers est bien plus complexe et imprévisible que ne le pensait Descartes. Certains philosophes ont critiqué l'approche cartésienne comme étant trop individualiste et détachée du monde. Le philosophe Maurice Merleau-Ponty, par exemple, a souligné l'importance de notre expérience corporelle dans notre compréhension du monde, en opposition avec l'approche purement intellectuelle de Descartes. Malgré ces critiques, l'influence de Descartes sur la science moderne est indéniable. Sa vision d'un univers mécanique, régi par des lois mathématiques, a été fondamentale pour le développement de la physique newtonienne. Sa méthode de doute systématique et de raisonnement rigoureux est à la base de la méthode scientifique. L'idée que les théories doivent être testées et potentiellement réfutées, plutôt qu'acceptées sur la base de l'autorité, est un héritage direct de Descartes. En médecine, sa vision mécaniste du corps humain a ouvert la voie à une approche plus scientifique de la santé et de la maladie. Bien que nous reconnaissions aujourd'hui l'importance des facteurs psychologiques et environnementaux dans la santé, l'idée que le corps peut être étudié comme un système complexe mais compréhensible reste centrale en médecine. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, les idées de Descartes continuent d'être débattues. Sa séparation entre l'esprit et le corps pose la question. Une machine pourrait-elle penser? Si la pensée est indépendante du corps, comme le suggérait Descartes, alors pourquoi pas? Cette question, connue sous le nom de « problème de Descartes », reste un sujet de débat intense en philosophie de l'esprit et en sciences cognitives. L'héritage de Descartes reste immense et pertinent. Dans un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse, où les fake news et la désinformation sont omniprésentes, la méthode cartésienne du doute systématique est plus importante que jamais. Elle nous rappelle l'importance de penser par nous-mêmes, de ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous dit, mais de chercher des preuves et des raisons solides. En même temps, les questions soulevées par Descartes sur la nature de la conscience, sur la relation entre l'esprit et le corps, trouvent un écho dans les débats actuels sur l'intelligence artificielle et la nature de l'esprit humain. Pouvons-nous créer des machines pensantes? Qu'est-ce qui distingue réellement l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle?
La quête cartésienne de certitude reste aussi pertinente que jamais. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, nous cherchons toujours des points d'ancrage, des vérités sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Bien que nous ayons peut-être abandonné l'idée d'une certitude absolue, l'aspiration à la clarté et à la rigueur dans notre pensée reste un idéal puissant. Ainsi, plus de 350 ans après sa mort, Descartes continue de nous interpeller. Il nous invite à douter, à questionner, à penser. Il nous rappelle que la philosophie n'est pas un exercice abstrait, mais une quête vivante de compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Car après tout, comme l'a si bien dit Descartes, pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire de nouveau, et dès le fondement, tout le système de ses connaissances. Dans un monde en constante évolution, où les certitudes d'hier sont remises en question aujourd'hui, l'approche cartésienne nous offre un outil précieux pour naviguer dans la complexité. Elle nous encourage à ne pas nous contenter des apparences, à creuser plus profondément, à chercher les fondements solides de notre compréhension. Descartes nous rappelle que la pensée critique n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans une ère d'information surabondante, où les opinions sont souvent confondues avec les faits, la capacité à douter de manière constructive, à analyser rigoureusement et à raisonner clairement est plus cruciale que jamais. En fin de compte, l'héritage le plus durable de Descartes n'est peut-être pas une théorie ou une idée spécifique, mais une attitude. Celle de la curiosité intellectuelle inlassable, du courage de remettre en question les idées reçues et de la conviction que, par l'exercice de notre raison, nous pouvons mieux comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à accepter une idée sans la questionner, ou à suivre une habitude de penser sans réfléchir, rappelez-vous de Descartes. Prenez un moment pour douter, pour questionner, pour penser. Car c'est dans cet acte de pensée, dans ce « je pense », donc je suis, que réside notre humanité la plus profonde et notre capacité à façonner notre compréhension du monde.